Salut les amis, bienvenue dans Bangarang, le podcast qui te ramène en enfance. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand honneur de recevoir monsieur Kim Chapiron. Merci d'être là. Bah, je suis vraiment très honoré de te recevoir. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3 bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Bisous. Ça fait longtemps que je suis ton travail et je suis content de pouvoir échanger justement pour comprendre comment t'en es arrivé à tout ça artistiquement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais. Il y a de la ref. T'as beaucoup consommé. On a dit qu'on faisait la première émission juste sur les années 80, donc. C'est ça. Donc en fait, là, on va voyager. Justement, c'est ça. C'est qu'on va voyager un peu dans le temps, en partant de là où t'as démarré, les années 80, et puis après on va monter tranquillement. On est un peu dans une DeLorean ici. Géante. On va faire juste des stops. Et on a choisi le lieu 80, quoi. Bah là, ouais, parce que c'est un peu la ref, quoi. C'est là où ça démarre. Est-ce que t'as la ref de Bangarang? Non, j'ai pas la rêve de Bangarang. C'est dans Hook, le film Hook, avec Robin Williams. C'est le cri de ralliement des enfants perdus. Ok. Et moi, je trouve que c'est une belle métaphore, justement, où en fait, on démarre avec Peter Pan qui a oublié qu'il était Peter Pan et qui est devenu un adulte chiant. Et il revient dans le monde de Peter Pan. Et en fait, c'est le cri de ralliement pour reconnecter à l'enfant. Et souvent, on a l'impression que pour passer à l'âge adulte, on a un peu tué son âme d'enfant. Et on va essayer de la ressusciter aujourd'hui. Toi, t'es comment? Est-ce que l'enfant, toi, il est toujours... tu l'as jamais déconnecté? Je l'ai jamais déconnecté et comme j'en ai, il est nourri en permanence. Il est nourri, ouais. Donc tu continues de l'animer parce qu'en fait, on a un peu l'impression de ça. Alors, je sais pas si ça a changé maintenant, mais que devenir adulte, c'est un peu devenir un peu plus sérieux, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est un peu peut-être en train de déconstruire ça aujourd'hui. On peut continuer de s'amuser, de kiffer, de s'acheter si on veut des BD, des jouets, ce qu'on veut, même adulte. C'est pas grave. Oh, je sais pas. En tout cas, après, c'est vraiment. Je pense que ça dépend. Ouais. Il y en a qui sont sérieux dès qu'ils sont enfants. C'est vrai. Et chez nous, en tout cas, avec mes petites, on n'est pas sérieux, quoi. On kiffe. Ouais. La vie est un amusement, en fait. Ouais, carrément. Bah, les refs, là, à la fois les refs musicales, de films, de BD, tout ça, c'est des refs que je partage avec mes enfants. Ouais. C'est dans la transmission pour toi, c'est important. Ouais, ça a une place centrale, la culture, chez nous, depuis longtemps. Et en tout cas, avec mes enfants, je continue, exactement sur le même schéma. Que celui que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais petit. On t'a transmis, ouais. On va commencer avec une bio express où en 20 secondes, tu vas nous faire une petite bio de ta vie, de ce que tu veux en garder en 20 secondes. Et tu mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux, tu peux même inventer, tu peux faire ce que tu veux, en démarrant juste par « je suis né » et en finissant par « aujourd'hui, je suis dans Bangarang ». Et tu mets ce que tu veux en 20 secondes. Fais gaffe, ça passe très vite 20 secondes. Tu me dis quand t'es prêt. Ok. C'est bon, vas-y. Je m'appelle Kim Chapiron, je suis né le 4 juillet 1980 à Paris, pur produit Parigo. Je dirais que la baguette magique de la bonne fée m'a donné la curiosité. Donc j'ai grandi, j'ai baigné dans la culture, surtout dans le dessin. Plus petit, je dessinais... Terminé les 20 secondes? Ah ouais, bon, ça va hyper vite. Comme ça, on arrive... tu sais quoi, on va prendre plus le temps. Et on va avoir tout le temps, justement, d'explorer dans les couloirs du passé de Kim Chapiron. Et ça démarre dans les années 80. Est-ce que ça te dit qu'on aille dans les années 80? Allez, c'est parti. Ok, on est dans les années 80. C'est quoi pour toi les années 80? Ça évoque quoi? Pour moi, les années 80, c'est l'arrivée dans cette école si particulière qui s'appelle l'école Vitruve, qui est une école expérimentale dans le 20e arrondissement. Expérimentale dans quel sens? Dans le sens où j'ai jamais fait de maths, d'histoire, de français. C'est une école, je dirais, où l'apprentissage des enfants se passe surtout avec le collectif. Tout est basé en permanence sur le collectif, où il y avait des enfants qui venaient de tous les milieux sociaux, beaucoup d'enfants d'artistes. Et on était en plein milieu, par exemple, de plein de squats. Ouais. C'est donc dans cette école Vitruve, de la rue Vitruve, à côté de la place de la Réunion, et tout autour, c'était vraiment des quartiers très très populaires. Et l'idée, c'était que les enfants défavorisés qui habitaient dans justement les squats aux alentours et qui étaient inscrits dans cette école pouvaient aussi bénéficier des classes vertes, tout ça. Et donc, je me souviens, par exemple, les plus pauvres, pour partir en classe verte, ils payaient 1 franc. Parce qu'en fait, l'école organisait des restaurants, des concerts. Je
me souviens à l'époque, c'était donc le papa d'un de mes potes avec qui j'étais à l'école, c'était Touré Kunda, Ismaël Touré. Et donc, il y avait eu un concert de Touré Kunda dans notre école. Incroyable. Pour payer les vacances de tous les gens de l'école. Et donc, on apprenait les maths en faisant des restos, des concerts. On apprenait la géographie en partant. On apprenait le français en rédigeant des tracts militants, tout ça. Et donc, et ça, c'est toute la primaire pour laquelle on s'est installé dans le 20e justement à Paris, quoi. Et donc, c'était primaire, collège, c'était jusqu'à quel... J'ai fait primaire et après collège. Mais collège, c'était plus une école expérimentale. D'accord. Et donc, la culture était centrale aussi dans cette école. Donc, tu as baigné dès l'apprentissage de l'école dans la culture, quoi. C'est ça, pièces de théâtre, dessins, films. J'ai eu le droit à pouvoir justement expérimenter un peu tout. Ouais, c'est génial, c'est riche en plus pour cette époque-là où l'accès à la culture était peut-être un peu plus compliqué pour certaines classes, pour certaines personnes, parce qu'on oublie aujourd'hui parce qu'il y a Internet, etc. Mais à l'époque, la culture, c'est une démarche, c'est aller au cinéma, c'est avoir des livres, avoir une carte de bibliothèque, de ludothèque, de machin. C'est pas forcément nous, on avait la bibliothèque, ça s'appelait Mystère et Boule de Gomme. Je me souviens, j'avais fait le logo parce que je dessinais à l'époque énormément. Moi, mon père est peintre et donc je voulais faire comme mon père. J'ai dessiné toute mon enfance. Okay. Et on faisait des bouquins, des BD, des livres, des histoires. Et donc, je dirais qu'à partir du moment où on a la sensation que au final, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Et on a envie de se nourrir de tout, quoi. Parce que toi, dès le plus jeune âge, en fait, c'est vrai que t'as eu, je pense, ce truc-là de la passion et la culture, ça peut être un métier. On peut en vivre. Absolument. Là où c'est vrai que dans certains schémas, ça reste du loisir ou à un moment donné, fais un choix pragmatique et secure the bag, fais un travail normal entre guillemets. Toi, t'as directement eu cette vision-là à travers l'école et même le cadre familial de la culture, ça peut rester quelque chose de central et on peut construire sa vie autour de ça, quoi. Et c'est très sérieux surtout. Ouais. C'est très sérieux. Rigole pas avec ça. On rigole pas avec ça. Mon père nous racontait des histoires tous les soirs. Donc, il nous lisait des romans où il nous racontait des histoires imaginaires. Et donc toi, ça directement, en fait, tu t'es même pas posé la question. T'as toujours été ta vie a été tournée vers l'artistique dès le départ, en fait. Instantanément, ouais. J'ai aucun souvenir de moment de ma vie sans ça, ouais. Sans ça. Sans création, ouais. Carrément, quotidienne. C'est fou. Et donc musique très très centrale. Mon père aussi collectionnait énormément la musique et ma mère écoutait aussi beaucoup de musique. Donc la musique tournait en permanence à la maison. Qu'est-ce qui tournait comme artiste? Au début des années 80, donc les miennes, de mes années 80, je dirais Kate Bush. Là, ce qui est marrant, c'est que elle est revenue en force. Et moi, je me souviens, ça passait. Beaucoup l'ont découvert maintenant, en fait. Ça passait toute la journée à la maison. Bien sûr. J'ai des souvenirs de Shadé, j'ai des souvenirs de... mon père aussi écoutait beaucoup de rap, donc les premiers disques de rap, je les écoutais avec les vinyles de mon père. Le début du rap, donc toi, t'avais déjà accès à cette culture qui n'était pas vraiment développée en France. C'est ça. Et ok, d'accord. Donc à l'époque, c'était Curtis Blow, Eric B. Rakim, LL Cool J, Run DMC, tout ça. Et donc ça, j'avais les vinyles à la maison. Donc j'écoutais ça, puis j'avais le grand frère d'un pote aussi. Donc qui était plus grand et qui nous a ramené les débuts aussi du rap français. Ouais. Donc j'ai eu la chance de voir arriver Rapatitude. C'est fou ça. Ouais. Donc dès le départ, t'as été branché à toute cette culture-là. Voilà, donc les premiers NTM, premiers Tonton David, Sai Sai, tout ça, j'ai pu vivre les premiers émois du rap français et nous c'était très 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 puissant quand c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on se l'est pris. C'était mélangé à l'époque à l'Eurodance qui arrivait, Technotronic et tous les trucs qui tournaient qui tournaient partout. Ça, c'était la musique pop de l'époque, commerciale. C'était le mainstream de l'époque. Voilà. Et la subculture du rap était là et était pas encore au centre, mais on se l'est pris de plein fouet. Enfin, c'était l'époque de Africa Bambaataa, la Zulu Nation. Et nous, on avait les languettes qui sortaient, les t-shirts qui allaient jusque-là. On faisait partie de la Zulu Nation. Parce qu'on se rend pas compte qu'à l'époque, aujourd'hui, le rap s'est démocratisé, c'est normal, c'est devenu la culture dominante même pour les jeunes. Mais à l'époque, c'est vraiment les jeunes qui s'habillent comme ça, etc., sont vus comme des Zoulous, comme des déviants. Il y a un truc un peu hors société, quoi. Limite, c'est un choix de vie. Absolument. Ouais. Comme des déviants. Bon, après, je me permets un petit pic à Africa Bambaataa parce que il s'est avéré que c'était un déviant.
Ouais. Ouais, je sais pas si t'as vu tous les scandales là. Non, j'ai pas vu. Bon, écoute, hein, les gens pourront aller checker, mais donc Afrika Bambaataa, qui est un peu le père de la culture hip-hop, profitait de ce statut-là. De ce statut-là sur les petits membres du ghetto. Ah, je savais pas. Et il y a eu plein de plaintes de tous les enfants des rues. Ah ouais, donc c'était c'est un peu cassé le mythe. Total. Mais on va dire que c'est l'époque. Ouais, c'est l'époque. Mais donc voilà, à l'époque, il y avait une force qui arrivait avec le hip-hop. Et nous, en France, on se l'est pris de plein fouet. Ouais. Et bon, après, c'était moins bien vu, mais il y a eu Benny B quand même. Ouais, mais c'était un peu le début du... on fait des trucs... on se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un pouvoir commercial, on fait un peu du rapounet pour et que ça marche. c'était super. Ah ouais. Bah on était à fond. Il y avait, je dirais, le penchant américain qui était Vanilla Ice. Ouais, bien sûr. Où on était à fond aussi. Ouais. Il y avait MC Hammer. MC Hammer. Voilà. Donc moi, je dirais, quand tu me poses la question des années 80, c'est quand même l'arrivée du rap dans ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'as rappé un petit peu ou t'as toujours été de l'autre côté Bon alors, à l'époque, en effet, il fallait choisir un peu sa branche. Ouais. Moi, je dirais que c'était plus la danse. D'accord. Ouais. Mais beaucoup ont commencé comme ça, en fait. Ouais, moi j'adorais danser, et donc c'était le break, le smurf. Tu dansais où? Ça se réunissait déjà à Châtelet, ça c'est plus âgé. Ouais. Petit, j'allais pas traîner à Châtelet. Ouais, bien sûr. Là, moi, c'est donc de 6 à 11 ans. Ouais. Là, j'allais pas traîner à Châtelet. Donc t'es à la maison, tu pousses les meubles et ça... Voilà, ou dans les booms. Ah, dans les booms, c'est fou, ouais, ça. ma fille fait plus de boom. Nous, à l'époque, il y avait des booms. C'est quoi maintenant? Ils font quoi, les jeunes? Ils font des soirées quand même. Ils ont des amis. Moi, mes filles parfois vont à des soirées. Quel moment c'est sorti? À quel moment il a disparu le mot boom? Non, mais déjà, il y a plus de slow. Ah, les quarts d'heure slow, c'était fou. Nous, on a connu les slows. C'était chambé, les slows. Ouais, nous, on a connu les slows. En fait, on n'attendait que ça dans les booms. Bah, il y avait notamment le morceau d'LL Cool J qui durait 6 minutes. Ouais, donc là, il fallait bien choisir sa partenaire. Bah, bien sûr. Mais nous, on avait toujours le moment où ça dansait les slows. Et puis, c'était le moment qu'on... Tu vois, moi, je me souviens toutes ces choses-là. Absolument. Moi, je me souviens de mes premiers slows. Bah oui. Je me souviens de mes premiers slows. Mais on attendait que ce moment-là. Ouais, le reste, c'était ça se toisait, ça se machin, ça se regardait. Et puis, le moment d'invité, il faut y aller, quoi. Et il y a pas longtemps, j'ai travaillé, j'ai fait donc une série en Guyane. D'accord. Et donc j'ai découvert là-bas, enfin je connaissais, mais j'ai découvert en vrai, parce qu'on parlait de danse, le kizomba. Ouais. Et donc on se donnait rendez-vous avec tous les acteurs, toute l'équipe. C'était un truc un peu pour fédérer tout le monde, et ça dansait au Café de la Gare. Cette danse incroyable, qui est donc un mélange de zumba et de tango, pour ceux qui connaissent. Et il y a un truc très élégant et en même temps très sensuel, tout ça. Donc moi, je suis devenu assez pote avec les gens qui faisaient tout ça. Et les Guyanais m'ont dit ça m'a marqué, je me souviens. C'est donc vous, les métros, donc nous, les métropolitains, ouais. Les métropolitains qui habitent en France, on comprend pas. C'est-à-dire que quand on vous regarde dans votre pays, vous dansez tout seul. Ah oui, j'avoue. Tu vois? Alors donc quand tu parles des slows, pour eux, en fait, ils hallucinent quand ils nous voient danser. Bah, tu regardes une boîte, tout le monde danse tout seul. Voilà. Et donc, pour eux, la danse n'est fait que pour être dansée à deux. Ouais. Donc, petite pensée pour notre époque où au moins on avait les slows. Mais c'est vrai que quand tu regardes dans la culture africaine, les cultures sud-américaines, etc., la danse est toujours partagée, quoi. Exactement. Et c'est quand même plus fort. Et et tu penses que ça révèle tout un mindset? Je sais pas. Écoute, moi, je suis pas à dire avant c'était mieux. Les nouvelles générations ont un autre rapport à la danse. Il y a plein de mouvements de danse vachement bien. Mais nous, à l'époque, en effet, dans les booms, il y avait les slows. Donc, les années 80, pour moi, c'est les booms, c'est le rap qui arrive dans ma vie. Comment une implication, je dirais, à l'époque, nous aussi, ça, c'est très différent aujourd'hui. Nous, c'était des tribus, quoi. Donc, si t'écoutais du rap, t'écoutais pas du rock. Ouais, t'étais dans des groupes. T'étais dans des groupes. Bien sûr. Nous, avec ma bande de potes, on avait vraiment choisi le mouvement hip-hop, quoi. Ouais, donc il y avait un code vestimentaire, une façon de parler, des idées. Ouais, bien sûr. Exactement. Donc je me souviens, les autres, ils écoutaient Nirvana. Bien sûr. Renaud, tout ça. Maintenant que j'adore Nirvana, j'adore Renaud. En grandissant, tu dis, je suis passé à côté de choses. Mais à l'époque, parce que t'étais fidèle à ton groupe. Alors, à l'époque, ce qui était, je dirais, une règle presque, c'était que chaque tribu traînait avec chaque membre de sa tribu et on se mélangeait pas. Donc moi à l'époque, je me souviens, je regardais vraiment du coin de l'œil les mecs qui écoutaient Nirvana, qui écoutaient du rock. C'était des équipes un peu, quoi. Ouais, t'avais choisi ton équipe et ton blason, c'était le rap. On était très dédaigneux et puis il y avait des mecs du rap. Il y avait Zoulou, il y avait pas trop la musique électronique à l'époque, qui arrivait plus dans les années 90 où j'ai eu la chance de l'épouser moi pour le coup ça. Donc j'ai pu
aussi embrassé tout le mouvement techno qui arrivait. Mais donc dans les années 80, moi j'étais rap. Il y avait un peu la guéguerre rap vs rock, tu sais. Ouais, total. Qui n'existe plus aujourd'hui parce que les mecs écoutent juste ce qu'ils kiffent, tu vois. Exactement. Et t'as eu toujours un peu ce truc qu'il fallait faire un chois, quoi. Donc ça c'était ouais, je dirais ça c'était mes années primaires, quoi. Ouais. D'accord. T'as un métissage. T'as le même que moi. On a de moitié vietnamien, moitié français. C'est ça. On est dans les années 80. En termes d'identification, parce que c'est vrai que quand on va au ciné, quand on allume la télé, il y a peu de représentants de la culture asiatique, etc. Est-ce que toi, par rapport à ça, c'est quelque chose où t'es à la recherche d'identification? J'en parlais avec Boone, qui est un pote qu'on a en commun, qui disait que lui, justement, il était justement en manque de représentativité sur ces modèles-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Comment tu l'as vécu, en fait? Non, j'étais pas spécialement en manque de représentation. J'ai pas grandi dans une communauté asiatique. Ouais. J'ai plus grandi avec des Arabes et des Noirs dans le 20e arrondissement, Donc ça n'a jamais été une question collège. Pour toi, un sujet. Donc moi je dirais j'étais plus arabe en primaire et plus noir au lycée. Ok. Mais pour ce qui est de la volonté d'une reconnexion, avec ses racines, tout ça, ça m'est arrivé sur le tard, en effet. Plus tard, ouais. Ça m'est arrivé à la fin du lycée. J'ai rencontré un pote viet qui m'a fait rentrer dans l'association l'UJVF, l'Union des jeunes vietnamiens de France. Et puis c'est là en fait que j'ai rencontré d'autres Viettes. Mais avant, j'en avais jamais vu de ma vie. Ah, c'est marrant ça. Ouais, moi là où j'ai grandi, il y en avait un. Ouais. Un mec qui s'appelait Chai. C'était le seul. D'accord. Donc toi, ça n'a jamais été un sujet pour toi. Non. Et puis c'est plus tard que tu t'es dit, héros bridé, on l'avait tous. C'était Bruce Lee. C'était Bruce Lee. Et Bruce Lee, c'était pas un héros bridé, c'était un héros tout court. Ouais. C'était Bob Marley, Bruce Lee, c'était, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était un héros tout court, on s'en foutait de son origine. Exactement. Ouais, mais il y avait un peu ce truc. On se tuait à Bruce Lee, tous, sans exception. Bien sûr. Mais il y avait tellement peu justement, où t'avais un truc un peu où t'avais l'impression pendant des années que un Asiate c'était Bruce Lee, parce que c'était le seul Asiate connu, tu sais. Bruce Lee traînait avec Karim Abdul-Jabbar, il écoutait de la funk, il dansait super bien, il était ultra beau gosse. Enfin, c'était juste un dieu, quoi. Ouais, c'était fou. Et donc Bruce Lee, on se l'est pris tous à cette époque-là. Ouais. J'ai commencé moi à faire des arts martiaux justement à cet âge-là, faire pas du kung-fu, ça s'est arrivé plus tard. Ouais. Ça s'est arrivé peut-être fin 80, mais au début je faisais de l'aïkido. Ouais. Mais il nous a tous donné envie. Bon. Après, il y a Jean-Claude Van Damme qui arrivait plus tard. Tout le monde se pétait les tibias bien avec sûr. Les bouteilles. Ah bah oui. Et les sport, on voulait faire le... Bon, ça, tout le monde est passé par là aussi. Mais moi, Bruce Lee, je sais pas combien de fois j'ai regardé les VHS en boucle. Ah bah ouais, bien sûr. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, en fait, quand c'était René Château qui produit ça, et la Panthère. Pour que ça passe et que ça passe pas en moins de 16 ans ou moins de 18 ans, il cutait des passages, ce qui fait que des fois, les films voulaient plus rien dire. Par exemple, c'est La Fureur du Dragon dans le restaurant. Ouais, ils ont complètement changé la fin, où en fait, moi, c'est très tard que je l'ai revu. Okay. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une trahison, il y a des meurtres à la fin et tout. Et dans la version française, ils ont cuté au moins 15 minutes de film qui est tout le twist de fin. Oui, parce que c'est comme si je te fais militant en plus, Bruce Lee. Ben oui, mais c'est comme si je te prends sixième sens et je coupe la fin avec le reveal. Donc en fait, tu comprends pas le film, tu vois. Et là où je trouve que c'était tellement à l'arrache, c'est que même dans les films, il s'appelle Bruce Lee. Ouais. Il prenait même pas le nom du perso, il avait le nom de l'acteur, tu sais. Et c'était fou. Et il y avait des trucs où je les ai redécouverts plus tard en me disant, ah ouais, en fait, pourquoi il fait autant de gestes, c'est qu'en fait, il parle pas la langue. Vu que le film, il se passe en Italie, et il le doublait eux, alors qu'en fait, à ce moment-là, il est pas censé parler, etc. Enfin, t'avais tout un truc qui était assez fou à l'époque, je trouve, sur les VF et tout, des Bruce Lee que j'ai vus en 2 fois, quoi. Mais pour rebondir sur ta première question qui résonne en moi aussi, moi, c'est des années aussi peut-être de déni par rapport à mes origines. Ah ouais. Dans le sens où j'avais pas de repère amical et que à cette époque-là, bien sûr, Shintok, Bruce Lee, BDR, Boldery, tu vois tout ça, c'est des insultes quotidiennes et en fait, moi je le prenais super mal. Ouais. Ça veut dire que j'ai des souvenirs d'embrouilles, je ne suis pas un bol de riz, mais genre super premier degré, quoi, tu vois. Et dans le sens où je suis pas un nouache. Ouais, pour toi, je suis quand même moitié nouache, quoi. Ouais. Mais c'était plus déni et puis voilà, manque de connaissances en fait de ma culture. Mais c'est ça que enfin moi pareil dans le quartier où j'ai grandi, bah en fait
pareil, il y avait surtout des Rebeux et des Renois. Et il y avait toujours eu ce truc de t'es chinois. Déjà, t'es chinois. Et à la fin, on l'avait limite presque assimilé. Bien sûr. Alors que non, tu vois, c'est comme si je disais à un Algérien, t'es tunisien, tu vois. Et ouais, de toute façon, t'es chinois, machin. Et il y avait un truc un peu, c'est normal. Et c'était un peu accepté. Vas-y, c'est bon, tu vois. Ouais. Et à la fin, t'avais un truc, qui est en grandissant, tu te rapproches et tu dis, ouais, non, il n'y a pas à avoir ce déni, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait un truc de minorité chez les minorités. C'est ça. Je me demande comment c'est maintenant d'être Nouache aujourd'hui. Je sais pas. Enfin, demander aux petits, mais je pense que ça s'est peut-être ouvert. En plus, maintenant, c'est stylé, maintenant. Ouais, maintenant, c'est coréen. Ouais, c'est stylé. Ouais, maintenant, ils ont plus la cote qu'à notre époque. Mais ouais, nous, à l'époque, c'était, Bruce Lee, tu vois. Il y avait aucun Asiate connu en France, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il y a les BTS, il y a... C'est qui les Nouache cool? Les Nouache cool, je sais même pas qu'il y a qui comme Nouache cool. Bah, c'est les Coréens, quoi. C'est les Coréens qui ont tout pris. Après, le cinéma coréen, aujourd'hui, ils sont pas si cool que ça non plus, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça doit être plus facile pour un Asiate aujourd'hui. Je te propose de faire une petite interview baguette magique. Ok. On dit j'ai une baguette magique. On dit que tu peux retourner dans le passé et réaliser le film que tu veux. Tu t'appropries le film que tu veux et c'est toi qui peux le réaliser. Ça serait quoi le truc où tu t'es dit putain, j'aurais bien aimé être le mec qui réalise ça? Je pense qu'à cette époque-là, le film que j'ai le plus vu, c'est Willow. Ok. Ouais. Et c'est celui-là où tu te dis masterclass. Ouais, Mad Martigan, Sorcha, Willow of Good, tu vois, ce film, je l'ai vu en boucle. Ouais. Ouais, vraiment, quoi. Ok. Ouais. Donc tu te fais un kiff. J'aurais adoré, je pense, vivre ce moment, tu vois. Le voir en vrai, quoi. Enfin, le vivre de l'intérieur. Puis quand je le montre à mes petites, elles sont folles. Enfin, c'est un film qui marche toujours aussi bien. Ça a bien vieilli. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Si tu pouvais faire un album commun avec l'artiste que tu veux. De cette époque? N'importe quelle époque. Même des chanteurs morts, des artistes, qui tu veux. On te fait un kiff, là, c'est Baguette Magique. Jean Gilbert. Ok. Ouais. Pourquoi parce que c'est il y a pas longtemps je voyais un documentaire qui disait que c'est le moment où les enregistrements arrivent et qu'on n'est pas obligé de pousser la voix, et donc lui il chante en chuchotant et il a ouvert une nouvelle façon d'interpréter. Voilà. Et puis bon, après il a retourné, enfin c'est le père quand même de la bossa et moi, c'est un de mes musiciens préférés au monde, ouais. Ouais, donc collaborer, ça serait collaborer, fou, le voir inventer, guitare-voix, incroyable, quoi. Prendre une leçon, quoi. Ouais. Si tu Surtout que lui, il a disparu toutes les dernières années de sa vie, il s'est enfermé dans son appartement et plus personne l'a jamais vu. Ouais. Parce que lors d'un concert, en fait, lui, en fait, quand il rentrait dans les salles de concert, s'il y avait un bruit de ventilateur qui le gênait, il annulait le concert. D'accord. Et je crois que c'est à cause d'un mastering d'un album qu'il a pas aimé. D'accord. Ça l'a traumatisé. Ça lui a créé C'était un malade. Donc en fait, quand tu rentres dans sa folie et que tu comprends sa folie, il est obligé de te rendre fou, quoi. Ouais. Donc tu pars dans sa folie avec lui. J'aurais bien aimé comprendre et voir sa folie en vrai, quoi. La comprendre et la voir de l'intérieur, c'était quoi qu'il habitait autant, quoi. Si tu pouvais diriger l'acteur que tu veux. Aujourd'hui, de l'époque? Quand tu veux. L'acteur ça peut être de l'histoire d'aujourd'hui, qui tu veux. Où tu te dis, diriger cet acteur, ça doit être un... diriger cet acteur, ça doit être dingue. Putain, moi, c'est mon métier, c'est compliqué. J'en ai 1000 qui me viennent en tête. Bah quoi. Ouais. C'est trop compliqué, il y en a trop. Ouais. Ah ouais. Il y en a pas un où vraiment. Non, parce que ça dépend des périodes, ça dépend des, tu vois. Donc là, je suis battu, quoi. Ouais, je suis battu. Il y en a trop. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop là. Quand tu me dis ça, il y en a 1000, tu vois, par pays, par endroit, par époque. Ouais, bien sûr. C'est trop compliqué. J'en aime trop, quoi. Choisir, c'est renoncer. Hein. Si tu peux avoir la réponse à la question que tu veux, tu peux poser la question que tu veux, mais même la plus philosophique que tu veux, et t'as une réponse concrète. Bon, je vais faire la vanne que je fais 1000 fois à mes enfants, tu vois, qui est la question qui les rend complètement dingues. Qui était là avant? La poule ou l'œuf? Et j'avoue, t'as la réponse, c'est fou. Tu baises, hein. Moi, je pense vraiment que c'était la poule. Je pense qu'il y a eu une évolution d'un tétard, d'un truc, d'un machin qui a fait une poule. Ouais. Elle a lâché un œuf, quoi. Ok. Donc pour toi, c'est la poule qui était là avant. Bah, parce que je vois pas comment l'œuf peut être déposé sans avoir été sorti par une poule, alors qu'une poule peut avoir évolué. Ça se tient. Toi, t'es plus sur l'œuf? Moi, je suis pour la question. Mais j'avoue, il y a forcément... Et scientifiquement, ils ont pas... Bah, c'est l'évolution, tout ça, après... Donc je pense que c'est la poule, hein. En vérité, c'était pas une poule, ça devait être un truc chelou, maritime, bizarre. Un batracien. Un batracien chelou. Ouais. Et il a dit, vas-y. Mais je pense que le premier œuf, il devait être un peu chelou. Hein. Ça devait pas être un œuf comme on a...
Mais donc, ouais, cette question centrale, quoi. Centrale. Quand même. Ça serait ça, l'œuf ou la poule. Ouais. Et comme ça, c'est réglé, vas-y, on passe à autre chose. Exactement. Super. Est-ce que ça te dit qu'on aille dans les années 90 ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est dans les années 90. La décennie qui est assez un tournant, je trouve, sur notre époque actuelle, je trouve, où il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, je trouve, culturellement. Toi, comment t'es dans les années 90 ? C'est l'adolescence pour toi, clairement, cette décennie-là ? Bah, les années 90, pour moi, c'est collège-lycée. Ouais, c'est ça. C'est des années charnières de ouf. C'est deux ambiances totalement différentes. Ouais. Un collège dans le 20e arrondissement, le collège Vitruve, qui n'a rien à voir avec l'école expérimentale, qui est un vrai collège. Plus classique, complètement classique. Et le lycée après, mais c'est... donc là, moi, je vis tous les jours ma passion du dessin. Je fais énormément de BD. Ok. Dans mes cahiers de texte toute la journée à l'école. Dans ta tête, tu te dis je vais être dessinateur. Ouais. C'est ça le. Là, moi, c'est plus mon tard, métier. je serai dessinateur. Quand j'arrive au collège, je veux être dessinateur. Ouais, il n'y a pas d'autres. Et je suis très 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 nul à l'école. Parce que je sors d'une école expérimentale où j'ai jamais fait de maths. Oui, donc le modèle classique, t'as du mal à. Donc j'ai 0 dans toutes les matières. Ah ouais. Ouais. Et donc je rentre dans le système scolaire classique et après je remonte et j'arrive à avoir un bon niveau au collège pour après terminer dans un très 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 bon lycée. Ok. Et là c'est la cata. Là d'un coup ça retombe de l'autre côté et là j'épouse une nouvelle passion qui est le cinéma. Okay. Où je commence à faire donc court-métrage né avec un premier film, donc le mythe fondateur du collectif. C'est un film qui s'appelle Paradoxe perdu, qu'on a fait avec Romain Gabras. Mais quel âge t'as ? 14 ans. 14 ans, c'est fou. Ouais. C'est donc en 94. Ouais, donc ça arrive très tôt quand même. Ouais. Et parce que c'est quoi ? C'est jusque-là, t'allais pas au ciné, t'avais moins accès au film, et c'est que tu te manges ça vers à l'arrivée de l'adolescence en te disant ah ouais non mais en fait collège on se prend nos premiers flashs de ciné quand même à fond. Je consomme plus de films et puis surtout c'est l'arrivée des premières caméras qu'on a à la maison. Donc c'est les V8 Vidéo 8 H8 avec une qualité un peu meilleure. Et donc à cette époque-là, t'as les premières vidéos de rap qui arrivent, les premières vidéos de skate. Donc la street culture commence à avoir une imagerie. Un des premiers Spike Jonze à faire des vidéos donc tout seul avec un fisheye. Et nous en fait, mon père ramène un jour de Chinatown un fisheye. Et le truc c'est qu'en France, il y avait jamais eu de fisheye. Aujourd'hui, il y en a partout sur tous les téléphones. Bien sûr. Mais à l'époque, en fait, c'était tout le monde avait le 4/3. Classique. Et donc, toutes les vidéos étaient les mêmes. Et nous, en fait, on a mis juste ce fisheye sur nos caméscopes et on a lancé court-métrage. Je dirais que le premier fait d'armes de court-métrage, mais c'est ça. C'est que d'un coup, on avait une image lookée. Et c'était comme les clips de rap. D'un coup, on avait une image. Parce que moi, je me rappelle de cet effet-là, qui était beaucoup dans les clips de rap, où t'avais l'impression d'être dans un œillet, tu sais. Voilà. Où ils rappaient beaucoup comme ça, tu sais, les Method Man et tout. Et c'était un truc qu'on voyait pas du tout. Elliott, on voyait pas du tout en France, Et Busta Rhymes, tout ça. Et puis même les NTM, tout ça, qui reprennent tous ces codes-là. Ils l'ont repris, mais plus tard, Et donc nous, je dirais que cette époque-là, dans les années 90, on a la chance d'avoir cet outil avec nous et on commence à faire nos premiers films. Et ces films tournent au lycée, tout ça sur cassette VHS et on fait tourner nos films. Et c'est cette passion-là qui commence à prendre le pas, à prendre le pas, tout en vivant à fond le rap. Moi, je me souviens parce que la musique est je dirais aussi présente dans ma vie que le cinéma. Donc à l'époque, nous, c'est les vinyles. Moi, j'ai mon sac à vinyle LTD, qui était une boutique mythique à Châtelet-Léal, où je m'achète mes 2 premiers vinyles, qui sont le premier vinyle de Time Bomb, et Method Man et Mary J. Blige. Et c'est Das FX aussi. Je me souviens, c'est tous mes premiers vinyles que j'achète. Et à cette époque-là, je commence à collectionner les vinyles, quoi. Et donc, on est tout le temps en train de chercher les sons qui vont sortir. On écoute des mixtapes. C'est l'époque des mixtapes. Donc, t'es très, très content quand t'as une mixtape. Et puis, t'écoutes les émissions de radio.
Mais t'avais un truc à l'époque justement d'aller, fallait vraiment diguer de la musique, aller à Châtelet, parler avec les mecs. C'est ça, fallait mériter. Et puis fallait pas. Je me rappelle, moi j'allais à Urban Music et les mecs en import, ils avaient des trucs. Ils disaient, je vais peut-être avoir ça. Et en fait, tu faisais confiance aux gars, ils avaient une culture de ouf, ils avaient un vrai rôle. Et puis il fallait faire attention quand t'allais traîner là-bas aussi. Parce que ça traînait dur. Par exemple, Place Carrée, là, il y avait tous les mecs qui faisaient du break. Et puis, nous, on allait les regarder, essayer de danser un petit peu. On allait dans les endroits pour essayer d'apprendre des pas avec, tu vois, avec d'autres gens. Moi, c'était une époque où justement, je découvrais la communauté asiatique, comme on parlait ça tout à l'heure. Et je découvrais la communauté asiatique du 77. Des mecs de Torcy, de Grand, qui étaient réputé pour la danse. J'ai une pensée pour le Wanted Posse à l'époque. Et donc moi je dirais quand même la culture hip-hop m'a emmené dans beaucoup de choses. Et moi c'est l'époque aussi où je m'intéresse au sample. Donc après avoir eu le flash sur le rap en primaire, là en fait je commence à chercher les samples. Donc en fait ça te fait construire une culture musicale en cherchant du sample. Malgré Total. Donc là, je tombe dans la funk, dans la soul, dans le reggae, dans le jazz. Et à l'époque, comme le rap des années 90, c'était vachement basé sur le sample. Bien sûr. Là, c'est d'un coup, il y a toute une génération de mélomanes qui est arrivée. Donc ça a une grande place pour moi. Et t'as des trucs, j'ai vu que un des plus grands collectionneurs de vinyle, qui a une des plus grosses collections, c'est Imhotep Dayam. Oui. Et il en a, mais je sais plus, genre 5000, un truc comme ça. Et en fait, c'est à force de tomber dans ce truc-là, du sampling et tout, qu'il a fini par devenir un collectionneur. Et aujourd'hui, il a une des plus grosses collections. C'est un des plus gros collectionneurs en France. Donc c'est vrai que ça a dû ouvrir des portes. Et en fait, à la fin, tu te limitais plus à ton genre musical par lequel t'étais rentré, en fait. Et c'est là que t'as ouvert plein de portes. Ouais. Et bon, c'est aussi, il y a toujours autant de teufs à l'époque. Donc on dit plus les booms, on dit les teufs. Là, ça devient des teufs. Et ça devient des teufs, ça devient des après-midi, je me souviens. Où ça dansait beaucoup, c'était le dancehall. C'était la grande époque du dancehall. Chaka Academus and Players, Shabba Ranks. Putain. Moi, j'ai fait ma première boom en 5e. Bon, là, on disait encore une boom, mais c'était une fête, ça rigolait pas, quoi. Ça dansait sérieux. Sur Shabba Ranks. Tu te donnais. On donnait tout, quoi. T'as mis tes baskets blanches et la totale. Et donc, pour moi, là, les années 90, c'est tout ce bagage qu'on amasse, musicalement, essentiellement, avec cette sonorité très spéciale, le style vestimentaire aussi des années 90, qu'on vivait encore ultra premier degré tous. Bien sûr. Et le cinéma qui est arrivé. Et donc le cinéma. Et t'as déjà le truc de vouloir faire de l'image aussi dans du clip, d'être sur un peu d'allier justement l'image que tu commences à développer avec aussi la musique, ou c'était au départ, je veux faire du court, je veux faire ces choses-là? À cette époque-là, donc on faisait des clips de rap, mais pour nous. C'est-à-dire on prenait des morceaux et puis on avait des mecs qui rappaient aussi. Moi, dans mon collège. Dans ma classe, j'avais Antilopsa d'ATK. Ah, waouh! C'était un de mes groupes préférés, ATK, quand j'étais petit. Et qui, à la base, il y a plein de rappeurs, genre des mecs comme Pete Bacardi et tout, qui étaient dans le groupe. Et après, ils étaient plus que 7. Ouais. Et Antilopsa, j'adore. Ils venaient tout le temps, nous, devant notre lycée, tout ça, que ça soit. Ils étaient de plein de quartiers de pareils différents. Voilà, et ils venaient tous traîner devant chez nous. Donc, il y avait toute cette faune de rappeurs que après j'ai justement via Antilope connecté, il y a eu cette compilation qui s'appelait Section Est et j'avais 18 ans avec Rost, avec moi je faisais je faisais mes petits films à l'époque et c'est Antilope qui m'a dit de venir et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans le milieu du rap. Donc moi je sortais du lycée. Et donc lui à l'époque il commençait à buzzer avec ATK et il m'a ramené sur la compilation et c'est là que j'ai rencontré Mouloud Achour. Donc quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré TTC, La Caution, Solo, les X-Men et ça a été le début en fait moi de ma participation et de là après DJ Mehdi, La Mafia Qu'un Free, Oxmo, tout ça. Et tout est parti de Section Est où donc moi j'avais 18 ans. C'est incroyable parce que tu me parles de ces classes. Et donc ça c'était 98. Mon enfance. Et moi c'est des rêves que très peu de gens ont parce que c'est du rap très confidentiel parisien. Comme tu dis Section S, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Même ATK, il y a pas énormément de gens. J'étais au concert des 20 ans d'ATK il y a c'était une toute petite salle. Il y avait Ultimatum en première partie. C'était très confidentiel. On était 200, tu vois. Et c'est fou de voir des acteurs tu vois, on était dans le même collège. En fait, c'est fou ça. On était dans le même collège
Et je dirais que... à l'époque, il y avait peu de clips. Parce que tu vois, genre par exemple, Heptagone, il y a 0 clip de cet album, tu vois. Ouais, il y a peu de clips parce que c'était ou les gros clips, mais il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les street clips. C'est ça, exactement. Et je dirais que, bon, bah, ça, c'est pour le chapitre d'après, mais ça, c'est les années 2000. Où ça commence à arriver, ouais. Où là, nous, on a plus, soufflé ça, ouais. Bossé, une imagerie française qui raconterait ce que c'est que cette culture en France et plus la volonté d'imiter les ricains. Bah c'est ça. Après, on va y venir dans les années 2000 parce qu'il y a des clips qui m'ont moins marqué que ce que vous avez fait. Pour moi, vous avez participé à cette culture. Mais les années 90, je dirais, nous, c'est les débuts de nos courts-métrages. Parce que ce qui est marrant, c'est que même dans le nom, dès le départ, il y a la volonté de faire du court-métrage. Mais parce que vous vous disiez, on va jamais faire de long, de toute façon. On va jamais faire autre chose. Parce qu'à l'époque, le court-métrage, en fait, est souvent une bande démo pour faire un long-métrage. Ouais. C'est impossible d'en voir. À l'époque, on voyait des courts-métrages avant les films. Ouais. Au cinéma. Et nous, donc, dans les années 90, on arrive au début d'Internet, au début du téléphone portable, au début des iMac, de tout ça. Ouais. Et donc, je dirais que la naissance, nous, de notre collectif, se fait quasiment grâce à ça. Parce qu'on est le premier matériel à consommer sur toutes ces machines-là. Bien sûr. Donc moi, je me souviens, c'était mon dernier jour de lycée. J'avais mon petit téléphone à clapet. Donc on avait trop de style. Parce que nous, avant, on était avec nos cartes téléphoniques. Ah ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, c'était vraiment une autre planète. Bah ouais. Et l'arrivée, la démocratisation de la vidéo, de la communication, de tous ces médias, que sont Internet, les MP, je me souviens, les CD-ROM. Tous nos films, au début, on se les échangeait en CD-ROM. Bien sûr. Tu vois? C'était un délire, hein. En MPEG, CD-ROM. Et donc, c'est ça, nous, qui a vraiment allumé toute la clique court-métrage. D'accord. Ouais, c'était ce truc commun. C'est possible. C'est possible. C'est possible, t'as pas besoin d'un studio. Ouais, on peut commencer à faire, quoi. Tout seul. Ouais. Ouais. On a juste besoin pour et faire. Ça, c'est fin 90, ça. On a juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Ouais. Let's go. On fait. Ok, donc on arrive dans les années 2000. Ça te dit qu'on y aille? Allez, let's go. Donc là, on est dans les années 2000 et justement, tu dis fin des années 90, c'est le moment où on peut commencer à faire. Et là où c'est moi, en tout cas, que ça commence à me parvenir. Et comme tu dis, il y a une première patte où on copie plus les Américains, on fait, nous, à la française. C'est ça. Et court-métrage, moi, il y a des clips qui m'ont marqué de ouf, comme Pour ceux, par exemple, où c'est vraiment des trucs où... Parce qu'en plus, moi, Pour ceux, vraiment, c'est tourné en face de là où j'habitais, tu vois. Ouais. Et je vois ça et on se prend une gifle de malade parce que c'est pas des clips qu'un riz, c'est des clips qui nous ressemblent. Et c'était ouf, quoi, parce que t'as vraiment eu un avant-après, je trouve. Bah, je dirais que nous, là, on avait bien rodé notre système de production qui était relativement simple, c'est-à-dire un caméscope. Ouais, mais sauf qu'on avait, on avait, je dirais, une recette. Dans le sens où on avait un traitement de l'image. Ouais. Donc nous, moi à l'époque, juste après le lycée, je bosse dans une boîte de montage de musique. D'accord. C'est-à-dire que c'est la grande époque des dance machines, des CD de titres. Ouais, bien sûr, les singles. C'est l'époque des singles. Et moi, à cette époque-là, je monte les pubs pour les CD de titres, pour les Dance Machine 27, Dance Machine 28. Donc, en fait, j'ai tous les clips, je dois les monter. Faire du bif à l'époque avec ces trucs. Ouais. Donc, BMG, Scorpio, tout ça. Et puis, c'était un business de malade. Ah ouais, bien sûr. Et donc, j'apprends Premiere, j'apprends After Effects. Ok. Et donc nous, à l'époque, on a accès aux bécanes qui donnent l'impression que c'est un peu sérieux avec nos films à nous. Ce qui fait que tout de suite, en fait, on a une griffe de mais en fait, les mecs, ils font comme les ricains, quoi. Alors qu'en fait, on fait tout à la maison. Et mais t'avais ce côté-là très fait maison, mais propre, tu vois. Ouais. Carrément. Et puis, on a aussi deux potes, Jérôme Gontier et Marco Casanova, qui étaient des assistants à Radio Nova, qui avaient accès à toutes les bécanes de mix. Okay. Donc, en fait, nos films étaient étalonnés et mixés. Et c'est pour ça qu'on, je pense qu'on a réussi à faire croire qu'on était une vraie production. Ouais. Parce que les gens, les stars, se disaient, putain, mais comment ils ont tous rendu final, tu vois? Et c'est comme ça qu'on capte la Mafia Qu'un Free, comment Mehdi qui nous présente à la Mafia Qu'un Free et qu'on fait le clip de la Mafia Qu'un Free pour ceux. Et à l'époque, je me souviens, c'est Mokobe qui arrive avec une liasse de billets qui dit, les gars, j'ai ça. Comment je suis allé demander. Donc là, pour ceux, ils vous payent en comme à Salamane. Il allait prendre de l'oseille à tous les membres. Ils ont dit, il y a les petits mecs, on a vu leur court-métrage en VHS. C'est galerie, on y va, quoi. Et, faites-nous un clip comme vos courts-métrages. Ouais. Et ça part comme ça.
Et c'est Mokobé, Romain et moi, et on se balade. Il y avait Ladj déjà qui traînait aussi avec nous à cette époque-là. On fait le tour de chaque endroit mythique de la mafia Quinfri. C'est ça. Et nous, on a nos petites caméras et on capture des moments réels, de ces rappeurs dans leur cité à chacun. Et je me souviens systématiquement, ça se finit en émeute rigolote parce que tout le monde est mort de rire, les flics qui vident tout le monde, et dans chaque cité ça se terminait comme ça, et nous on devait se tirer et cacher nos cassettes pour passer les barrages de keufs, pour pas vous faire pour pas qu'ils nous volent nos cassettes, tout ça. Et c'était un joyeux bordel, et il y a eu cette imagerie qui a été je dirais posée, où c'est devenu le clip de quartier. Mais c'est devenu, qui nous a échappé. C'est qu'il y avait pas ça avant. Et parce que tu vois les clips de rap comme tu dis, des années 90, on essayait de faire du clip à la Quinry. Et même pas Wu-Tang parce que c'était déjà un autre délire, mais très rap classique. Et là il y avait un truc de non, les quartiers en France c'est pas ça. Et je trouve que derrière vous avez vraiment mis un avant-après, parce qu'après il y a eu tous les clips qui ont vraiment été influencés, les 93 hardcore et compagnie, où on essayait de refaire le clip de Pour ceux un peu, tu vois. Tu l'as senti ça derrière de... Non, nous on était déjà c'est-à-dire que on a commencé par faire les courts-métrages qui ont en fait eu cette viralité grâce au début d'internet, et puis on faisait tourner nos VHS partout. Parce que Pour ceux, je me rappelle, moi, ils cassent internet ce truc, mais à l'époque, comment ça tourne? Parce qu'il n'y a pas YouTube. C'est VHS. C'est la mafia Quinfri qui font éditer des centaines de VHS. Moi, je l'ai pas en VHS. Moi, je me rappelle, sur les téléphones, ça tourne, ça se l'envoie, ça se le donne sur CD. Ça se débrouille pour l'avoir. C'est incroyable. Je me rappelle, moi, je suis tellement content d'avoir vécu ce moment. Moi, je me rappelle ce moment-là où on dit, il s'est passé une dinguerie, il faut que tu vois ça. Et ça se tenait le queutru. Tu rentrais chez toi, tu matais, waouh, dinguerie. Et il y a eu ce truc-là, c'était avant YouTube, où maintenant, en 2 clics, c'est fait. Où en fait, ça se le passait limite sous le manteau de regarde ce truc, c'est ouf, quoi. Ah ouais, puis moi, je me souviens surtout de la première fois où on leur a montré, où il y avait toute la mafia Quinfri, ils étaient en studio, et on leur a mis une petite télé, on a branché notre caméra. Je pense qu'ils l'ont regardé peut-être 20 fois de suite, enchaîné. Ça hurlait dans la salle. C'est un moment super fort. Ouais. Un très, très beau souvenir. On n'avait jamais vu ça avant, en fait. Et on savait à ce moment-là que ça allait vraiment allumer, tu vois, un truc. Et nous, donc, on était, je dirais, à la fin, on devait avoir une collection d'une 40aine de courts-métrages à cette époque-là. Ok. Romain, lui, il avait fait des courts-métrages comme The Funk Hunt aussi. Il avait déjà tourné aux États-Unis, encore une fois sur la musique. Easy Pizza Rider. Moi, j'avais fait les frères Wanted justement avec Ladj Ly et Vincent Cassel, qui étaient déjà pour rigoler au début dans nos courts-métrages. Ouais. Lui, c'est assez improbable parce que lui, c'est Abdel Malik à l'époque, qui a son groupe de musique NAP, qui propose un featuring de comédien, une apparition dans son clip. Et Vincent dit mais j'aimerais bien que ce soit des petits mecs là avec qui tu vois, que je croise et j'ai vu et j'aime bien leur taf. Et donc Vincent m'appelle pour me présenter Abdel Malik. Ok. Et il dit voilà, si je bosse avec vous les NAP, j'aimerais bien que ce soit Kim qui le fasse. Ok. Moi je sors du lycée. Ouais. Moi je vis tu vois, je vis premier degré la rap, je leur balance des idées de dingue. Et le clip ne peut pas se faire parce que Vincent est déjà par Monts et par Vaux, il est déjà en train de tourner, je sais plus quel film à l'époque. Et donc il est un peu tu vois, merdeux parce que il vient d'allumer un minot quoi. Ouais. Et moi j'étais en folie, il me dit je suis vraiment désolé Kim, le clip ça va pas pouvoir se faire là, je peux pas gérer ça dans mon emploi du temps, mais si je peux te filer un coup de main, n'hésite pas. Et je lui dis à ce moment-là, tourne dans mon court-métrage. Okay. Et il me dit j'ai 2 heures la semaine prochaine. Et c'est là que je ramène toute l'Union des Vietnamiens de France et que j'invente cette histoire en 20 minutes de Ladj qui a l'urne d'un maître chinois qui va casser et il va se trimballer toutes les... Donc en fait t'as eu Vincent Cassel avant même de t'avoir ton pitch quoi. Bah le truc c'est que nous c'est tous ces courts-métrages qui ont fait buzzer le milieu du peura, qui après, c'est pour ça qu'on a fait TTC, Mafia Quinfri, Rossé, Mehdi, et au début, nous, c'était le cœur, c'était les courts-métrages. Ouais. Donc on avait enchaîné plein de courts-métrages qui buzzaient à fond, en fait, tu vois. Ouais. Et donc les années 2000, pour moi, le début, c'est ça, parce que Shaitan, en fait, arrive juste après. Shaitan, je dois avoir 23 ans. Donc c'est dans les 3 premières années où nous, jour et nuit, on fait des courts-métrages et des clips. Ouais. Et donc après, tu fais Shaitan assez jeune, donc dans le début des années 2000. Quel souvenir t'en gardes pour un premier long
c'était compliqué? C'était quoi la différence par rapport au court-métrage, le truc un peu à l'arrache? Est-ce que d'un coup ça devient sérieux? Est-ce que d'un coup il y a des enjeux? Est-ce que d'un coup on te parle d'entrée? T'as des objectifs? Non, il y a toujours cette insouciance. T'as réussi à la garder? Ouais, parce que nous, à l'époque, on est vraiment des sales gosses et on les restait assez longtemps. Ouais. Même jusqu'à la sortie. Mais t'as pas des gens en face qui commencent à te dire, OK, là, il y a des enjeux quand même. Y a non, parce qu'à l'époque, il y a le DVD. Ouais. Nous, on cartonnait en DVD. Avec Courtrage, mais on était une valeur un peu marchande. Ouais. Donc, les gens du DVD ont mis plein de thunes sur Chétan. C'est, à l'époque, quand même, tu te dis qu'il y avait l'argent du DVD. Ouais. Maintenant, ça n'a aucun sens. Ouais. Je sais même pas qui achète des DVD aujourd'hui. Et donc il y avait d'autres guichets, ce qui fait qu'on avait une insouciance plus légère. Il y avait moins de piratage, il y avait tout ça. Comme c'est un film de genre, il s'est bien exporté. Le film est sorti dans plus de 40 pays. Donc t'avais pas la pression non, de dire aucune pression. C'était la consécration de tout un rêve d'une grosse clique, je dirais, qui a évolué avec un esprit hip-hop. Mais qui s'est incarné à travers l'image. Et Chétan, c'était le feu d'artifice final de la clique Courtrage que l'Adj là a réallumé, je dirais, avec les écoles, avec le nouveau rapport qu'on peut avoir à l'image. Mais Chétan, c'est la fin de Courtrage. C'est-à-dire que c'est la fin de notre période de court-métrage. Romain, lui, c'est l'époque où il commence à faire le clip pour Mehdi, après le clip pour les Justices. Et Romain, donc, lui, commence à embrasser les gros clips et il fait juste après son premier long métrage. Mais Courtrage est terminé, en fait. Là, on traîne un peu les uns les autres sur les plateaux. Donc là, ça y est, vous avez fini votre mission comme si c'était des années de bande démo, de travail, de laboratoire. Exactement. Ok, ça y est, maintenant, on fait du long, on fait des... On va raconter nos histoires. On va y aller. Et donc, Chétan, pour moi, c'est ça. C'est une compile de toutes ces années, que ce soit collège, lycée et la sortie de l'école, qui se matérialise en un film. Mais pour autant, derrière, tu multiplies toujours les projets où t'es sur de la musique, tu continues de faire du clip, etc. T'as pas ce truc de dire, OK, je suis passé sur Chétan, maintenant, je vais enquiller du long métrage tout le temps. Tu restes quand même sur un truc ouvert ou c'est quoi? C'est parce que tu voulais pas te dégoûter, tu voulais te garder cette liberté? Le long métrage, ça prend toute ta vie. À partir du moment où tu le lances, que ça soit en écriture, en tournage ou en post-production, et après en exploitation, t'as quasiment le temps de rien. C'est à partir du moment où le processus est lancé. Ça te limite trop sur les trucs à côté. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'ai toujours gardé un œil et une envie de faire du format court et j'en fais toujours. C'est ça. C'est que t'as pas voulu te dire, si je consacre au long, je peux plus garder la liberté de faire les trucs à côté qu'il faut aussi kiffer. Non, j'ai continué à rester totalement ouvert. Après, j'ai continué à faire du clip. Bien sûr. Avec des artistes que j'adore, avec Brodinski, avec PNL. Donc le format court reste un moyen d'expression génial. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a pas mal de clips où on se rappelle rarement des réals, à part sur certains clips. Et toi, ton nom est très associé au clip parce que t'as fait des clips très marquants, en fait. Ça qui est ouf, parce que rien que dans les clips de rap français, des clips comme Pour ceux ou à l'Ammoniaque, ça fait partie, je pense, si tu fais top 20 clips histoire rap français, ils sont dans les deux, tu vois. Donc t'as ce truc-là de dès que tu fais un clip, il y a quand même un truc un peu événement. Et pour autant, ils ont rien à voir. Les clips. Et c'est quoi? C'est tu mets du temps à choisir les projets sur lesquels tu collabores? Généralement, c'est dans des périodes, donc c'est aussi des entourages. Tu vois, et on aime bien être là où le feu brûle fort, quoi. Et que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'image. Tu vois, comme quand on commence Chétan. Donc nous, c'est au début de notre vingtaine. Il y a le début d'Headbanger. Tu vois, donc en fait, toute la partie justice, toute la partie Mehdi, tout ça, c'était des gens très proches de nous. Et en fait, c'est que des clics qui sont très, très mélangés. Donc, c'est pas conscientisé, c'est pas, il y a pas une démarche. C'est des connexions naturelles. C'est des connexions naturelles qui font que ça pète et que c'est des endroits qui se nourrissent. C'est des connexions artistiques qui se font sous le sens parce que on a des choses à faire ensemble, quoi. Et parce que tout le monde avance ensemble et qu'il y a je dirais, un joyeux,
feu qui brûle tous ensemble, et donc un tel va demander à un tel de réaliser, de faire sa musique, etc. Donc c'est des liens d'amitié quand même. Ouais, parce qu'aujourd'hui aussi dans tes longs et dans des longs de gens de court-métrage, mais tu fais aussi les bandes originales maintenant, c'est ça. Fake Noise. Est-ce que ça te fait dans tes films une approche différente, où t'es directement dans une construction musicale en même temps? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu arrives toujours à scinder et à rester à dire ok, je suis sur mon film et ensuite on verra sur la bande son? Ou aujourd'hui Alors la musique pour moi a toujours été moi j'ai une formation de piano classique, donc j'ai la musique, c'est ma mère qui écoutait beaucoup de musique classique et qui a voulu que je fasse du piano classique, et je suis très très reconnaissant parce que c'est dans ma vie quasiment tous les jours. Et donc mon premier film chez Tan, c'est un musicien vietnamien qui s'appelle Nguyen Le, qui est un grand guitariste qui fait la première bande originale de chez Tan avec tous les potes de l'époque, avec qui on traîne tout le temps, que ce soit La Caution, Oxmo, Pulp Fiction avec Booba, tout ça, tous ces morceaux-là, c'est les morceaux qu'on écoute nous, la diffusion. Il y a Mylan, ma sœur, qui fait son premier titre sur chez Tan. Donc, nous, c'est vraiment l'équipe à cette époque-là. Dog Pound, mon deuxième film, là je rentre dans un autre type de film, et là c'est Balmorea, c'est de la folk texane, donc qui habille. Et à l'époque aussi je traîne avec ce chanteur incroyable qui s'appelle Kenan Warsame, tu sais, qui a fait Waving Flag, l'hymne de la Coupe du Monde. Ok. Donc un chanteur somalien incroyable avec qui j'ai vécu un moment de route incroyable, où je me suis retrouvé à Tuff Gong dans les studios de Bob Marley à enregistrer son album, et donc il a fait la BO de mon film. Le troisième, j'ai rencontré avec Oxmo Ibrahim Malouf, qui a fait sa première soundtrack sur La Crème de la Crème. Donc à chaque fois c'est que des rencontres de gens que sur la route. À un moment donné sur des pans de vie à ce moment-là. Exactement. C'est ça qui fait sens. C'est tout le temps comme ça. Et là au moment où je tourne mon quatrième projet qui est Guyane, je commence à bidouiller de la musique en fait, avec mon pote Marco Casanova qui a mixé l'intégralité de tous nos films, qui est musicien aussi, et aux mecs de Canal+, je leur dis, j'aimerais bien que la musique, ça ressemble à ça. Et je leur fais écouter un truc. Et à la fin, en fait... Et ils me disent, ouais, super, c'est cool. Et je dis, en fait, c'est moi. Je voulais pas vous mettre un coup de pression en disant, je vous impose ça. Et ils m'ont laissé mettre ma musique dans la série. Parce qu'au début, t'avais quoi? T'avais ce truc-là de, je me donne pas forcément la légitimité, je voulais pas, Je pense que quand tu fais du piano classique, en fait, t'es écrasé par les maîtres. Et t'oses pas. Moi, j'ai toujours été, terrorisé. Je serais jamais assez bon. Non, mais quand tu joues du classique, en fait, c'est trop écrasant. T'es un interprète qui n'arrivera jamais à traduire. Tu crées pas déjà, tu rejoues. Donc, et ça commence à. Ça te permet de traverser plein d'émotions incroyables, parce que la musique classique, c'est vraiment à l'infini. Mais quand on a commencé avec Marco à bidouiller la musique sur cette série, il y a le film de Latch qui est arrivé. Et là, par contre, on a fait toute la musique avant le film. Et c'est ça, en fait, que après, que ça soit sur Le Jeune Imam, le film que j'ai sorti en avril, ou Bâtiment 5 qui vient de sortir, c'est toujours de la musique qu'on a fait en amont. D'accord. Donc c'est en lisant le scénario. Et on cherche une texture, on cherche des instruments. D'accord, donc t'es pas du tout influencé par des images, par un... C'est sur le texte. Et je dirais que ce qui est le plus dur quand on fabrique une musique à l'image, c'est de trouver une texture qui racontera des personnages, qui racontera un contexte, une dramatique, et le moment le plus compliqué, c'est le moment où tu vas choisir. Tu vas te dire, moi par exemple là, Bâtiment 5, il y a beaucoup de cordes, c'est avec Vincent Segal, avec qui j'avais déjà collaboré sur Le Jeune Imam, et donc il y a le violoncelle vraiment omniprésent et un peu de piano. Le Jeune Imam, c'est une guitare touareg et une chorale polyphonique. Tu vois, c'est trouver ce qui va traduire l'émotion du réalisateur. Bien sûr. Tu te mets au service de l'histoire en en donnant vie musicalement. C'est ça. On dit souvent que la musique, c'est le dernier acteur principal qui arrive quand tout le monde a terminé. Exactement. Je te propose de faire un petit jeu, trouve le film. Alors je vais te donner un cast en partant des rôles les plus secondaires jusqu'au rôle principal. Est-ce que tu arrives à trouver le film? Ok, donc tu dis des acteurs. Et je te dis des acteurs, je vais t'en donner 3 au début, qui sont les 5, 4 et 3e rôles du film. Et puis après, si vraiment tu trouves pas, je te donne les premiers et deuxième rôles. Ok.
C'est des films, normalement, qui sont assez cultes. C'est chronologique. Donc, on démarre dans les années 70. Alors, Richard Mulligan, Martin Balsam, Dan George. Je l'ai pas. Bah, je continue. Faye Dunaway, Dustin Hoffman. Faye Dunaway, Dustin Hoffman. Alors, ils sont dans quoi? Dans les années 70. Un film que j'adore. Je l'ai pas. Little Big Man. Ah putain, bien sûr, Little Big Man que j'adore parce que moi, il me parlait enfant parce qu'il parlait justement de ce rapport à la double culturalité parce qu'il est tiraillé tout le film entre la culture américaine et la culture amérindienne. Et ce combat-là où il se retrouve au milieu de violence que lui, forcément, il comprend pas. Il a l'impression de voir. Je me souviens même plus qu'il y a Faye Dunaway dedans. Ouais. Et il doit choisir un camp tout le long et il comprend pas. Tellement beau. Le racisme, le déchirement à l'intérieur et tout. Et moi, je le regardais gamin et forcément, en plus, il est sorti en pleine guerre du Vietnam et c'était justement, et ça dénonçait beaucoup ça. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là de, je sais pas, je me transposais de ouf. Et je me souviens de son grand-père ou son chef qui pense qu'il va toujours mourir et qui fait les allers-retours et qui meurt jamais. C'était incroyable. Ouais, il était très très beau. Moi, je crois que c'est les premières larmes au cinéma, celui-là. Enfin, pas au cinéma, j'étais pas né, mais je me souviens. Ouais, quand tu le vois, quand il te parvient. Ouais. Il y avait un truc, sur. Parce que toute sa famille se fait buter dans le film. Il est hyper triste. Il est hyper triste. Ok, deuxième. Rick Moranis, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Je continue. Dan Aykroyd, Bill Murray. SOS Fantôme. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est Ghostbusters. Ghostbusters, c'était quelque chose. Là, c'était du blockbuster. Ouais, c'était très fort. Mais vrai cast en vrai. Hein. C'était très fort. Alors, je crois que c'est le 2. Je crois que c'est le 2, celui avec le tableau. Ouais. C'est le 2. Qui suit avec les yeux, là. Et qui prend. Ouais, c'est le 2, celui-là. J'ai des souvenirs de cauchemar. Il me faisait péfli, moi. Hein. Mais moi, j'ai des souvenirs de cauchemar au moins aussi terribles que la première fois que j'ai vu Shining. Il faisait péfly de ouf. Ouais. Ah ouais, Shining, non, c'est encore un autre level. Shining, je pense, moi, c'est 2 semaines de nuit blanche. Shining, L'Exorciste, il y a pas mal de films comme ça où je les ai vus beaucoup trop tôt, tu sais. Mais le tableau, il faisait flipper, hein, parce que c'était censé être du blockbuster un peu plus cool, mais en vrai, il faisait flipper celui-là. Il faisait flipper, c'était avec la line bizarre qui coulait, la même tech qui arrivait chez les gens. C'était très, très, très bien fait, c'était beau. Et puis, Bill Murray, incroyable, Dan Aykroyd. J'ai revu il y a pas longtemps les Blues Brothers. Les Blues Brothers. C'est vraiment. Avec John Belushi, qui était un super acteur, qui est mort beaucoup trop tôt. Et Dan Aykroyd, qui est super acteur, quoi. Ouais. C'est beau, c'est fort. C'est film de mon enfance, ça, putain. Ok, on continue. Maurice Chestnut, Angela Bassett, Ice Cube. Ice Cube. Ice Cube, c'est quoi? C'est Boys in the Hood? Boys in the Hood. Ouais. T'as même pas eu besoin de Laurence Fishburne et Cuba Gooding Jr. Mais c'est vrai qu'Ice Cube, il a pas fait 15 000 films, mais... Ouais, Boys in the Hood, écoute, Boys in the Hood, je dirais que moi, c'est un moment... un tournant. Premier film de quartier un peu. Ouais, carrément avec Menace to Society. Et après nous, je dirais nous, là, quand je dis nous, c'est les mecs de la clique Courtrage-May. On tombe aussi dans Spike Lee. Ouais, bah oui. Mais Boys in the Hood, c'est le premier. Ouais. C'est le premier vraiment qui nous éclate la tronche. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et puis là, tous les Blaxploitation après qu'on va découvrir en devenant cinéphile. Spike Lee, Do the Right Thing quand même. Do the Right Thing, c'est fou. Hein. Extrêmement fort. Donc tous les premiers Spike Lee, nous on se les prend très très fort. Et ça fait partie du début de Courtrage-May quand même. Hein. Ouais. Et donc c'est une grosse influence. Ouais. C'est très très militant. Hein. Ouais. Ça quand ça arrive, on n'a jamais vu ça. Ouais, tout simplement. On n'a jamais vu ça. Et comme c'est la matérialisation de la musique qu'on écoute, il y a un truc où c'est pas pareil de le voir. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on l'écoute 24 heures sur 24 et d'un coup, on le voit à l'image. Ouais. Et c'est très, très puissant. Ouais. Et puis, t'as La Haine qui arrive en France à peu près à la même époque. C'est ça, en 95. Ouais, c'est ça. 95-96, La Haine. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai quoi, tu sens que c'est un peu la continuité de ce truc-là. Ouais, carrément. Et qu'on vit, nous, à fond aussi. Ouais. On le vit à fond. Moi, j'ai le souvenir de la première fois que je vois La Haine dans une salle de cinéma. Ouais. Avec les mecs torse nu, ça fume des joints de partout, ça hurle et tout. C'était. D'un coup, il y a du ciné qui traite d'histoire de ce qu'on voit et ça existe à l'écran. Très, très, très fort la sortie. Mais même moi, j'avais vécu juste avant la sortie de Métis. Ouais. Et déjà, c'était très fort. Parce qu'après, il y a eu Rai, il y a eu Ma Cité va craquer, qui est un délire aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période où, d'un coup, il y avait ces films-là accédés au cinéma, ces sujets-là, ces acteurs-là, ces bandes-sons-là accédés au cinéma. Total. Et on cassait un mur, tu vois. Ouais.
Parce qu'on l'avait vu aux États-Unis avec des filles comme Boys in the Hood, et c'est vrai que 4-5 ans après, ça commence à arriver en France. Ouais. Et là, c'est là que tu te dis, Et maintenant, c'est la culture populaire. Ouais. C'est la pop culture, c'est le rap maintenant. C'est devenu hype, tu sais. C'est fou, quoi. Ouais, non, maintenant, c'est partout. C'est plus un truc pirate. C'est devenu limite la voix mainstream, quoi. On termine avec le dernier. Jared Leto, Meat Loaf, Helen Bonham Carter, Edward Norton, Brad Pitt. Fight Club. Ouais. Moi, Jared Leto dans Fight Club. Ah ouais, il y a Jared Leto, il fait partie des mecs qui se péta. Ok. C'est un des mecs les plus illuminés du... Incroyable. Il y a peu de gens qui se rappellent pas qu'il y a Jared Leto, mais qui a un vrai rôle dedans. Ouais, Fight Club, incroyable quand ça arrive. Dinguerie. Ouais, incroyable quand ça arrive. C'est après The Game. Après The Game, oui, c'est 99. C'est 99. C'est après The Game, je pense que ça nous sèche plus que The Game. Déjà, The Game, c'est fou. Déjà, The Game, c'était incroyable ce que ça nous avait fait. Mais Fight Club, je dirais que c'est le début de cette image hyper stylisée. Ouais. Donc nous, on est complètement les enfants de Fincher aussi à cette époque-là. Bien sûr. On rêve de faire ça. Il a son étalonnage à lui. Et puis cette esthétisation très particulière de la violence, très brute, mais en même temps, tu vois. Je me souviens un truc que je lui ai piqué, c'est les images subliminales. Ouais. J'en ai mis dans tous mes courts-métrages et dans Shaitan, il y en a plein. Ah ouais. Et ça, c'était après Fight Club. Tu sais que dans Shining, t'en as énormément. Ah bah, je les ai jamais vus. Et c'est fou, j'ai vu un gros docu où, tu vois, sur Kubrick, il raconte, et en fait, c'est ouf. Il met des trucs où, déjà, il fait des trucs d'incohérence mentale. Par exemple, t'as un plan sur Nicholson. Contre-champ, t'as juste une chaise qui a bougé un tout petit peu. Toi, tu t'en rends pas compte, ton cerveau, il comprend qu'il y a des choses qui sont pas normales. La cohérence des étages. Incroyable. Des tableaux qui sortent, il a des trucs il met des images subliminales de circuit du cerveau, quoi. Ouais, de cimetière indien. Tac, et en fait, tu regardes le truc tout le long du film, il te déconstruit. Et ton esprit, il est du père. Et t'es pas bien, tu sais pas pourquoi. Jusqu'à, tu vois, et en fait, il te perd au fur et à mesure. Mais sans que tu te rendes compte, parce qu'en fait, quand tu regardes Shining, tu comprends pas, parce qu'il se passe pas, il y a pas de scène glauque, tu vois. T'as des scènes un peu glauques, mais t'as pas de trucs, tu vois, c'est pas un film gore. La scène de la vieille dans la salle de bain. Ouais, mais c'est pas des scènes gore non plus, tu vois. Mais t'es mal à l'aise. Mais comment, dans Fight Club, mais moi, je me souviens les images subliminales. Ouais. Parce qu'il avait bien géré la dose. Ouais. Et il y avait un truc c'est fou ce qui est en train de se passer. De ouf. Tu vois, et je me souviens, donc moi, dans Shaitan, la dernière image, j'en ai mis une. Ouais. Et si on regarde bien dans le film, j'en ai mis beaucoup en fait. Mais tu sais, ce qui est incroyable, c'est qu'en vrai, quand tu me le dis, moi, quand je prends Shaitan, je le vois et j'ai un sentiment, mais qui est un peu, que je peux mettre transposé à Shining, de ce truc de, je suis pas à l'aise, mais je sais pas pourquoi. Mais en même temps, je suis captivé. Et je pense que c'est beaucoup dû à ça, c'est que mon cerveau assimile des trucs que ma conscience n'a pas, tu vois. Ouais, carrément. C'est fou. Où la réponse est forcément nuancée et complexe. Tu peux pas avoir un avis qui tranché, quoi. Ouais. Mais comment on est en Fight Club, gigantesque. C'est fou. Puis c'était un peu le truc, comme tu dis, comme The Game et tout. Ils sont beaux les deux dedans. C'est malade. Ils sont incroyables. Et puis ce truc-là tu sais, c'était des twists à chaque fois. T'avais le truc à la fin, tu revois, et puis tu te dis automatiquement, attends, on le revoit les gars, parce qu'il se passe. Et puis Social Network avec la bande son de Train 13 Nord. C'est fou. Ouais, moi si je dois donner une référence, pour Pink Noise quand on a commencé à faire la musique des Misérables, Train 13 Nord, exceptionnel, quoi. Ouais. Magnifique. Est-ce que ça dit qu'on revienne aujourd'hui? Ouais. Allez. Ok, Kim, on est arrivé aujourd'hui. Ça y est, on a garé la DeLorean. On est aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, est-ce que t'es là où, enfant, tu te dis que ça aurait été cool d'être? J'en parlais avec mes enfants. Je crois que le seul truc que je voyais quand j'étais plus jeune, c'est je me disais, je veux des enfants avant 30 ans. Ok. C'est ce que t'as réussi à faire. C'est ce que j'ai fait. Donc, je me voyais là, alors. Ok, donc, c'est le seul truc c'était le seul objectif. Ouais, c'était le seul truc un peu, Ouais, où tu vois le 30 ans. Ouais. Et tu te dis, j'aimerais bien être père avant 30 ans. C'était vraiment le seul, tu vois, quand tu regardes. Sinon, moi, je suis très mauvais pour regarder le futur. Ouais, tu te projettes pas. Non. Tu navigues à vue et on voit ce qui se passe. Encore aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y en a que ça. Le plus loin, généralement, c'est 2-3 jours.
Ah ouais. Ouais, j'arrive pas, ça change tout change tout le temps. D'accord. Ouais, parce que t'es dans ce truc de dire, mais qui est vrai, hein, on peut rien anticiper de toute façon. Avec notre métier, ça change tout le temps. Mais t'as beaucoup de gens qui ça rassure, de se dire, faut que je planifie, faut que je me rassure, faut que je me dise que je sais où je vais. Tout s'annule tout le temps. Il y a un nouveau truc qui arrive. C'est se projeter même à une semaine, parfois c'est compliqué. Ouais, donc toi, t'embrasses le quotidien en se disant. Ouais, depuis que j'ai commencé à bosser, c'est comme ça. Ok, mais c'est très bouddhiste comme façon de voir la vie. Tu sais, ce que tu cherches un peu dans, vous savez, c'est le pleinement présent. Et ne jamais être dans ni le passé, ni le futur. Ouais, ça me va très bien. Pleinement présent. Et de dire qu'on est toujours soit dans l'anticipation d'un futur hypothétique qui n'arrivera jamais, soit dans le regret d'un passé auquel on peut plus rien changer. Et en fait, on oublie que le seul truc sur lequel on a de l'emprise, c'est le pleinement présent, quoi. On essaye. Ouais. Et c'est bon. On se démerde plutôt pas mal. Ouais. C'est quoi ton actualité? Donc, tu t'as sorti Le Jeune Imam en début d'année. C'est ça. Qui aujourd'hui fait un petit peu sa vie à l'international, c'est ça? Complètement. On vient de terminer la tournée internationale. Donc là, je dirais que moi, j'ai un peu terminé avec ce film. Ça y est, je l'ai accompagné dans plusieurs endroits. Ça a été très beau de voir les différentes réactions dans différents pays. On a sorti la bande originale du Jeune Imam en vinyle. D'accord. Et donc les trois bandes originales, que ça soit Le Jeune Imam, Les Misérables ou Bâtiment 5 de Lajli, ça vient de sortir en vinyle. Et sur les plateformes. On les avait jamais sortis sur les plateformes non plus. D'accord. Donc ça vient de sortir cette semaine. Donc même la bande originale des Misérables n'était pas disponible sur les plateformes? Non, on n'avait jamais enclenché. Là, comme il y a les trois, ça fait un très bel objet. J'imagine. Donc on s'est dit, c'est le moment. On a profité de la sortie du film de Lajli et on s'est dit, allez hop, on balance les beaux objets vintage, vinyle, parce que ça cartonne les vinyles en ce moment en plus. Ah, c'est un objet de collection, quoi. Ouais. On a l'impression, que c'est ça. On retourne un peu aux objets, à ce qu'il faut, à ce qu'on touche, qu'on a, parce que c'est vrai que on a dématérialisé beaucoup sur la dernière décennie, mais tu te dis, dans ce que tu vas léguer un peu derrière toi, t'as rien à te donner physiquement, tu vois, alors que nous, c'est beaucoup. Enfin, c'est un bel objet, un vinyle. C'est un moyen d'expression où on peut regarder une photo assez grosse, donc on a un rapport. J'ai l'impression que le CD n'aura pas cet héritage. Bah, le CD dans une armoire, il est moins chaleureux quand même. Ouais, l'objet est moins joli et tout. Alors que moi, j'ai grandi avec le CD. Moi aussi, bien sûr. Mais on n'a pas cette attache. Puis se raye. On a plus l'attache, par exemple, à la cassette. Ouais, moi, mes cassettes, je les ai plus. Ah ouais? Ouais, j'ai plus mes cassettes. Je faisais beaucoup de compiles, mais j'en ai plus. Moi, les cassettes, c'était vraiment, tu sais, c'est le truc pirate où on enregistre dessus, la tape. T'as toujours une cassette vierge dans ton lecteur dès qu'il y a un son que t'aimes bien. Complètement. Moi, j'étais à fond aussi. Je faisais beaucoup de compiles. Ouais, c'est ça. Puis les mixtapes, c'était ça, quoi. Ouais. Mais ça qui me fait gaulerie, c'est que même aujourd'hui, on appelle toujours ça des mixtapes, tu vois. Il y a toujours le mot tape qui est là, tu vois, parce que c'est l'origine du truc, tu vois. Le côté un peu pirate du... On va pas sortir notre BO en cassette. Je sais que mon pote Brodinski l'a fait, là. Ah ouais? Il a sorti en cassette son dernier projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus dématérialisé vinyle. C'est un peu les deux... Carrément. Et donc, nous, voilà. Nous, là, l'actu, là, c'est de Pink Noise, c'est ça. Et puis, on va sortir un nouveau clip aussi dans pas longtemps. Ok. Et je pense courant février. Ok, un clip comme ça, qui est déjà tout fait. Seul, ou c'est un clip qui sera dans un projet? C'est un clip qui va venir avec un morceau, et donc je crois que c'est le 6e. On a déjà sorti 5. Est-ce qu'il y a l'idée à un moment donné de se dire on prend le temps et on sort directement un projet, un album, ou ça sera toujours au compte-gouttes comme ça? Pour l'instant, c'est au compte-gouttes, parce que consommer de l'album, c'est quasiment quelque chose de... Ouais, mais on a grandi avec ça, donc de l'ancienne époque, quoi. Donc je consomme plus la musique en album. Je me souviens même plus le dernier album que j'ai vraiment écouté. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que les artistes. Je crois que c'est Metro Booming. Toujours. Ah oui, donc ça. Ouais, mais pas le dernier, l'avant-dernier. Ouais. Que j'ai vraiment écouté du début jusqu'à la fin. Mais donc nous, non, on a de quoi faire un album, mais on préfère sortir les morceaux et à chaque fois arriver avec un concept visuel. L'imagerie en même temps, tout, ouais. Que ça soit le premier, on en parlait tout à l'heure, avec cette fête d'adorateurs de crapauds hallucinogènes. C'est fou, ça. Le deuxième qu'on a fait avec la Fédération Naturiste, où on a rempli le Rouge Pigalle de gens tout nus. Et le troisième avec le studio mathématique, où là on s'est tapé un délire. T'étais le seul mec habillé ou pendant le tournage, oui, mais après, pour la release party, j'étais obligé de me mettre tout nu. C'est gaulerie, ça. Ouais, c'était génial. On a fait une grosse release party dans un hôtel où il y avait 4 chambres qui étaient réservées à vivre l'expérience naturiste. Et donc, c'était des gens de la fédération qui aidaient. Et on s'est retrouvés à 800 donc dans un étage au Ciner. Ouais. Où il y avait les chambres où on projetait le clip.
où les gens venaient découvrir le clip. Il y avait partenaire alcool, il y avait des pièces où il y avait des DJ, et il y avait 4-5 chambres qui étaient dédiées à l'expérience naturiste. D'accord. Et où c'était des amis, des proches, ma cousine Marie-Lou Chabert qui était venue prendre des photos donc pendant le clip. Okay. Où c'était des photos de nus un peu artistiques, et pour voir les photos de nus, il fallait être tout nu. C'était ça le concept. Ouais, faut que tu joues le jeu. Et donc là, je me suis retrouvé parce que c'était moi qui organisais la teuf. Mais est-ce que quand tout le monde est tout nu, ça reste quelque chose de gênant, ou justement comme c'est devenu la norme d'être tout nu vu que tout le monde est tout nu? Non, c'est pas gênant du tout. T'es plus du tout gêné. Il y a un truc très 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 fort, très doux dans le rapport humain. Il y a plus de small talk. Là, le small talk n'existe pas. Il y a pas de alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu te regardes droit dans les yeux, cœur à cœur. Derrière rien en fait. Ouais, et il y a une fragilité qu'on porte à deux, et c'est magnifique. Il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de tout est vraiment, c'est très très très. Le rapport est épuré. Ah non, c'est complètement épuré. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu vivre quand j'ai tourné le clip. Ouais. Et après, en vivant, moi, j'avais jamais vécu d'expérience naturiste. Ouais. Mais je voulais tourner un clip naturiste, et Pink Noise a été un peu le laboratoire, je dirais. On en parlait tout à l'heure, où je poursuis un peu cette tradition court-métrage, où on a le format court comme moyen d'expression. Ouais. Et là, donc, raconter une histoire avec des acteurs nus. Et après, on a fait donc un clip en full 3D avec le studio mathématique. Ouais. Après, on a fait avec la technologie Unreal Engine, là, justement des consoles où c'est de la 3D en temps réel. Ouais. Avec les parallaxes qui bougent, donc comme Mandalorian, tout ça, avec donc les écrans virtuels. Et on en a fait une dernière avec une intelligence artificielle qui s'appelle le Neural Art Transfer. Et donc, Pink Noise est à chaque fois le moyen de raconter à la fois une histoire et une nouvelle technologie. Et mais donc il y a ce truc-là de s'imposer, de toujours être dans quelque chose de nouveau ou à proposer. C'est toujours agréable en fait de se dire que on a des nouveaux outils pour raconter des nouvelles histoires. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec le projet Pink Noise, on se donne cette possibilité d'utiliser toutes ces technologies incroyables en fait, qui sont, à disposition aujourd'hui. Partout, comment toi, justement, l'IA, tu vois ça? Il y en a beaucoup qui ça fait peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout sur le domaine artistique, qui commencent à voir ça d'un œil un peu méfiant. Comment toi, comme moi je pense comme Miyazaki là, quand il y a dans le documentaire là, où on le voit parler de ça, et puis il regarde ça, il dit mais de toute façon jamais une IA va faire Totoro ou Princesse Mononoke, ça n'a aucun sens. Donc de toute façon l'humain ça va reproduire ça. Non mais l'humain c'est pas possible c'est impossible de remplacer l'humain. Donc tu crois pas un jour à vraiment à l'intelligence capable d'avoir à la conscience artificielle? Je pense que les histoires profondes, l'émotion humaine, jamais aucune machine ne réussira à la reproduire. Donc on continuera à être touché par des humains et des histoires vécues. Ouais. Parce qu'au final, le travail qu'on fait, quand on raconte une histoire à la fois en musique, en image, en dessin, en peinture, quelle qu'elle soit, c'est juste on essaie de reproduire une émotion qu'on a ressentie. Ouais. Donc un ordinateur, jamais il pourra faire ça. Ouais, donc pour toi, les machines ne peuvent que reproduire et schématiser ce qu'on fait, mais jamais ne pourra passer le truc de conscientiser, c'est des outils. De ressentir en fait. Les intelligences nous aideront à raconter des nouvelles histoires, mais pas en générer. Et sur notre lit de mort, on tendra pas la main en disant regarde le film qu'a fait cette intelligence artificielle. Toi, tu diras regarde Little Big Man. Et puis tu vois, c'est pas un logiciel qui a fait Little Big Man. Ouais, donc ça te fait pas peur? Non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Je les embrasse tous avec plaisir et j'adore les regarder, voir et comment on peut s'adosser à tout ça, parce que en fait c'est de la rapidité d'exécution surtout. Oui, il faut voir ça comme un outil qui nous permet d'aller plus vite dans la création. Ouais, carrément. Okay. Est-ce que tu as vu le film Mélancolia de Lars von Trier? Je l'ai pas vu celui-là. Ok, alors c'est un film qui est un peu méconnu, mais avec Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, où en fait bien sûr. ça traite de la fin du monde. Il y a une exoplanète qui va rentrer en collision avec la Terre et c'est traité à échelle vraiment juste d'une famille. On sait pas du tout ce qui se passe sur le reste de la Terre. C'est un peu l'anti-Armageddon, tu vois. On va pas sauver la Terre, c'est mort. Il reste 24 heures et tu le vois dans une famille très réaliste et de comment on gère les problèmes, est-ce qu'on règle les problèmes, est-ce qu'on s'en ouf, et comment ils gèrent leurs dernières 24 heures. Tu vois. Ok. Je trouve ça très intéressant de le traiter comme ça et de pas être dans la lutte, tu vois. Ça y est,
On accepte le fait qu'on va partir, mais comment on choisit de finir, quoi. Et justement, je voulais faire une interview Mélancolia pour voir un petit peu s'il restait 24 heures. Ok. Comment tu déciderais de les passer. Tu devais manger un dernier plat. Un buncha. Ah, okay. tu vois, finalement, on donc c'est un petit porc mariné, avec, voilà, pour ceux qui connaissent. Si tu devais écouter une dernière chanson. Emaoy Tsege Mariam Gebru, qui est une grande pianiste éthiopienne. D'accord. Ouais. Ok. Ballad of the Spirit. Ok. Si tu devais regarder une dernière série, parce que les séries, on est souvent déçus par la fin des séries. Une qui de A à Z, t'as pas déçu. Bon, c'est une mini-série ou c'est une version longue. Fanny Alexandre de Bergman. Ok. Ouais, c'est même pas une série, mais je crois que c'est 3 volets, c'est un long. On n'a qu'à dire, c'est un. Allez, on la prend en série. Ça passe. Si tu devais faire une dernière folie, un truc que tu t'es jamais accordé de faire, mais là, il y a plus d'enjeu, c'est la dernière journée, on le fait. Une dernière folie? Ouais. La sieste. Le luxe de la sieste. Ouais, exactement. Il me reste 24 heures, je prends 2 heures. Ouais. Et je dors, quoi. Grave. En pleine journée, bah les couilles. Si tu devais dire un dernier merci. Aux gens que j'aime. Ouais. Tous les gens. Ouais, il y en a une sacrée collecte. Ouais. Ça me prendrait beaucoup de temps. Ouais, mais bon, il faut prendre le temps. Voilà. Et si tu devais avoir une dernière pensée? Qu'est-ce que j'ai kiffé. C'était cool. Ouais. C'était cool. C'est ça. On va finir avec une découverte. J'essaie de te faire découvrir une œuvre en espérant que tu la connaisses pas. C'est le manga Tokyo Ghoul qui est édité aux éditions Glénat. Ok. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Donc c'est un seinen, c'est pas un shonen. Je sais pas si c'est la diff. Seinen c'est des mangas pour adultes. Ok. Là où shonen c'est pour les ados. Ok. Donc c'est plus sérieux, tu vois. Et donc en fait c'est assez horrifique quoi. On va dire, et c'est dans un Tokyo où il y a les ghouls qui sont apparus, qui sont des sortes de démons, tu vois. Et t'as un étudiant qui va justement se faire attaquer par un ghoul, et le seul moyen de le sauver, c'est de le faire fusionner avec le ghoul qui l'a attaqué. Et donc en fait, il va être tiraillé entre les deux, et il va découvrir qu'en fait, les ghouls sont pas tant les méchants que ça, parce qu'en fait, il va être tiraillé entre les deux communautés. Vu qu'il est des deux côtés, et se rendre compte qu'il n'y a pas forcément les gentils et les méchants, comme on lui a appris depuis qu'il est petit avec les démons donc c'est vachement une métaphore de plein de choses. Et c'est super intéressant parce que au-delà il y a un truc vraiment très social et d'acceptation des différences. Et à la fin, en fait, tu sais, ça déplace les lignes. C'est plus forcément où sont les méchants, où sont les gentils. Et le truc le pitch de départ où c'est les humains qui se battent contre des démons, on n'est plus forcément sur ça à la fin. Et très intéressant. J'adore ce manga que je conseille, que je recommande. Ok Kim, on va terminer avec un cadeau parce que moi j'adore offrir des cadeaux. J'adore recevoir des cadeaux. Super. Je préfère donner des cadeaux que recevoir des cadeaux. Moi j'aime bien les deux, moi. La satisfaction de donner un cadeau quand tu sens que t'as touché bien. Alors j'espère que j'ai bien touché. Ok. Je l'ouvre direct? Ah bah ouais. Ok. C'est pas moi qui ai fait le paquet, sinon il serait beaucoup moins bien. Ok. Il est super le paquet. Alors. C'est Enter the Dragon. Tu peux le montrer à la cam. Ils viennent de le sortir en ultra 4K. Alors, je sais pas si tu regardes encore sous format de Blu-ray ou pas. Ouais, bien sûr. Quand je regarde les Blu-ray, les DVD, magnifique. Pour moi, c'est important sur certains films de les avoir. Ouais, magnifique. Et Opération Dragon, moi, c'est un de mes films d'enfance. Ouais. Pour moi, c'est un des Bruce Lee les plus complets. Bien sûr. Avec la fameuse scène où il saute et il fait un coup de pied sauté en arrière. Au début, tu vois tous les combats, il se toise tout ça un peu. Incroyable. Et tout, oui, et puis tous les making-of où il raconte et tous les making-of où il raconte que les figurants venaient pour se taper contre lui. Ouais. Parce que c'était la rue, quoi. Et Bruce Lee, il incarnait encore la rue. De ouf. Et qu'il y avait des figurants qui venaient pour dire, alors, c'est toi. Parce qu'en plus, il prenait que des vrais pratiquants. C'était des figurants, mais qui étaient des putains de pointures en arts martiaux. Et pour eux, c'était un truc de ouf. Il y avait ce respect, tu vois. Parce que c'était pas un mec de Hollywood qui fait genre du combat. C'était un vrai pratiquant. Il a fondé le Jeet Kune Do, tout. C'est un vrai délire, tu vois. Et puis bon, le nunchaku, incroyable. Et puis la musique, folle. Ouais. Non, il cochait plein de cases. Oui, il me faisait flipper le méchant avec ses griffes. Ouais, moi je me suis mis au nunchaku. Ouais, on a tous eu un nunchaku. Moi j'étais allé dans le 13, j'en avais acheté un au-dessus avec de la mousse.
Ouais. Tu te fais pas mal au début. Bah, j'avais pris celui-là aussi, j'enlevais la mousse et je sciais le truc pour qu'il soit plus petit et plus rapide. Ah, d'accord. T'étais un puriste. Ah, tout ça. Moi, je pense que j'en ai encore un peu des moves, mais je gardais la mousse, moi. J'étais pas tant ouf. Eh ben, merci, Kim, d'être venu. Eh ben, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. l'invitation. Un beau voyage. À bientôt, les amis. À la semaine prochaine.